Imaginez un roi qui se nourrissait non pas de l'amour de ses épouses, mais de leur douleur. Un monarque incapable d'engendrer un héritier, qui transforma sa frustration en cruauté, sa chambre en théâtre d'humiliation, et son trône en instrument de torture. Voici Ferdinand VII, le roi le plus pervers de l'histoire. Une énigme sombre, un mystère toujours irrésolu. Et ce soir, vous allez découvrir pourquoi son nom continue de hanter l'Espagne. La nuit était lourde sur Madrid, une nuit d'encre, où chaque réverbère semblait lutter contre une obscurité épaisse, presque matérielle, comme si Elwher lui-même voulait cacher ce qui allait se murmurer dans les couloirs de l'histoire. Au cœur de cette obscurité, un nom résonnait encore et toujours. Un nom qui, 2 siècles plus tard, continue de provoquer à la fois l'indignation, l'étonnement et un frisson de fascination morbide. Ferdinand VII, le roi que on surnomma avec mépris et effroi le monarque le plus pervers de son temps. Derrière son visage bouffi, ses yeux inquiets et sa stature pesante se cachait une énigme qui défie encore l'entendement. Une énigme où se mêlent luxure, cruauté, trahison et obsessions obscures. Tout commence par un cri étouffé, celui d'une femme enfermée dans les murailles épaisses du palais royal. Un cri que l'on aurait dit englouti par les tapisseries et les dorures. Le jeune page qui passait dans le couloir cette nuit-là, naine, oublia jamais le regard qu'il croisa en ouvrant discrètement une porte. Celui d', une épouse royale contrainte, le visage inondé de larmes, prisonnière d'un mari qui ne la voyait que comme un instrument de ses désirs, jamais comme une compagne. La légende s'ancra là, dans ces instants d'intimité obscène dont peu osèrent parler à voix haute. Ferdinand VII, roi d'Espagne, n'était pas seulement un souverain détesté pour sa politique rétrograde. Il était un homme que on accusait d'avoir transformé la chambre royale en théâtre, humiliation, un lieu où la dégradation intime devenait loi silencieuse. Mais avant d'évoquer les nuits sombres du palais, il faut comprendre l'enfant. Car tout despote naît d'une matrice d'angoisse, de frustration et de rancune. Ferdinand était le fils de Charles IV et de Marie-Louise de Parme, une reine déjà entachée de rumeurs scandaleuses, soupçonnée d'adultères multiples, d'intrigues et d'alliances douteuses. On chuchotait dans les salons que Ferdinand n'était peut-être pas le fils légitime du roi, mais celui du favori de la reine Manuel Godoy. Ce ministre arrogant Kitz était hissé à la cour par ses charmes autant que par son ambition. Grandir dans une atmosphère saturée de trahison conjugale, d'accusations de bâtardise et de mépris paternel fut sans doute la première blessure de Ferdinand. À peine sorti de l'enfance, il apprit que l'amour n'était pas tendresse mais pouvoir, que le corps d'autrui n'était pas un sanctuaire mais un instrument d'influence. Dès lors, son esprit se façonna dans la méfiance et l'amertume, et sa vision du monde se teinta d'un désir maladif de dominer ce qui lui échappait. Quand Napoléon envahit l'Espagne, et que la couronne se retrouva ballottée comme un jouet entre les mains de empereur français Ferdinand, devint à la fois le symbole de la résistance nationale et le prisonnier complaisant de ses propres faiblesses. Les Espagnols, humiliés par l'invasion, se raccrochèrent à l'image d'un prince captif, espérant en lui un sauveur. Mais derrière cette image publique, se cachait un homme d'une perversité croissante. Ses lettres de captivité, soigneusement conservées dans des archives poussiéreuses, révèlent un ton mielleux, soumis, presque obséquieux envers Napoléon, alors même qu'il savait que son peuple souffrait sous le joug français. Cette duplicité, ce double visage, est la clé pour comprendre, abîme de son règne. Ferdinand VII fut toujours 2 hommes à la fois, le monarque que on idéalisait en public, et homme secret qui abandonnait à ses instincts les plus dérangés une fois les portes closes. Les témoignages intimes, eux, parlent d'un roi obsédé par le contrôle absolu de ses épouses successives. 4 mariages, 4 tragédies, 4 destins de femmes brisés sous le poids d'un homme qui, dit-on, trouvait son plaisir non dans l'amour, mais dans l'humiliation. Sa première épouse, Marie-Antoinette de Naples, une jeune princesse timide et fragile, succomba à une maladie pulmonaire après seulement quelques mois de vie commune. Certains chroniqueurs insinuèrent que l'acharnement du roi à la maintenir dans un état d'épuisement physique et psychologique précipita son déclin.
On rapporta qu'il la forçait à se plier à des pratiques qui, pour l'époque, dépassaient l'imaginable. Le lit conjugal devint pour elle un tombeau. Et Madrid tout entier vit s'éteindre une reine à peine arrivée, tandis que Ferdinand se mura dans un silence glacial, comme si rien ne s'était passé. Le cycle se répéta avec ses épouses suivantes. Chaque mariage semblait être une condamnation à mort lente, chaque union un théâtre d'abus et de soumission forcée. Les médecins de cour, contraints au secret, notaient dans leurs carnets des symptômes étranges, des marques inexpliquées, des signes d'affaiblissement progressif. Derrière les tentures, la chambre royale se transformait en laboratoire d'expériences sadiques. Et Ferdinand, incapable d'engendrer un héritier par ses propres moyens, se débattait avec une impuissance qu'il masquait par des excès pervers. Ses obsessions étaient si connues dans l'intimité de la cour que certains courtisans, derrière des portes fermées, osaient l'appeler non pas « Sa Majesté », mais le monstre de Madrid. Et pourtant, en public, le roi savait se composer un masque. Il se présentait comme un défenseur acharné de la tradition, un champion de l'absolutisme, l'ennemi juré du libéralisme, qui s'était répandu en Europe après la Révolution française. Il restaura l'Inquisition, renforça la censure, étouffa toute tentative de réforme. Dans les rues, le peuple commença à murmurer que la perversion privée du roi se reflétait dans son gouvernement. Un pouvoir obsédé par le contrôle, par l'humiliation des opposants, par l'étouffement des voix libres. Ferdinand gouvernait l'Espagne comme il traitait ses femmes, avec brutalité, caprice et un plaisir manifeste à soumettre. L'historien fictif Ramón Escudero, spécialiste des dynasties espagnoles, affirma un jour dans une conférence que le lit conjugal de Ferdinand VII fut le miroir exact de son trône, un espace de domination absolue où elle, autre haine, existait que comme objet de son bon vouloir. Plus on avance dans les récits de son règne, plus on découvre l'enchevêtrement fascinant de politique et de perversion. Quand il convoquait ses ministres, il aimait les humilier publiquement, les contraindre à s'agenouiller plus longtemps qu'il ne fallait, savourant leur gêne comme il savourait l'embarras de ses épouses. Lorsqu'un général venait présenter un rapport, le roi fixait son regard d'une manière si étrange que certains soldats parlaient de malaise physique, comme si Ferdinand se nourrissait littéralement de la peur et de la soumission. Le palais devint un théâtre, où chaque acteur devait jouer le rôle que le roi lui assignait, sous peine d'être réduit au silence par l'exil, la prison, ou pire. Un soir d'hiver, alors que la capitale était figée sous un brouillard glacial, un valet de chambre aurait surpris une scène inouïe. Ferdinand seul dans sa chambre, caressant les reliques des saints, les embrassant avec une dévotion étrange, tout en murmurant des prières interrompues de rires nerveux. Pour certains, c'était là le signe d'une piété excessive. Mais des autres y virent la preuve que la frontière entre sa religiosité affichée et ses penchants pervers était brouillée. Était-il seulement croyant, ou bien utilisait-il la foi comme un masque commode pour couvrir des penchants inavouables? Plus il persécutait les autres, plus il dissimulait ses propres travers. Madrid entière se transformait en un écho de ses obsessions. Les murs du palais renvoyaient les cris étouffés de ses reines, tandis que les prisons de l'État résonnaient des lamentations des libéraux torturés. Dans les tavernes, on racontait à voix basse des anecdotes sur la manière dont le roi exigeait de ses épouses qu'elles subissent des rituels humiliants, et certains osaient comparer la vie conjugale du monarque à un supplice permanent. Le peuple, qui au départ avait vu en lui un symbole de résistance contre Napoléon, commença à le surnommer El Deseado, avec une ironie glaciale, car ce roi tant attendu était devenu l'objet d'une haine profonde. Et c'est ici que surgit le premier grand crochet narratif de notre histoire. Une lettre anonyme, retrouvée en 1826 dans une malle oubliée d'un couvent madrilène, décrivant avec une précision glaçante les pratiques intimes du roi. Rédigée par une main féminine tremblante, peut-être celle d'une dame de compagnie, elle parlait de nuits interminables, de contraintes inimaginables, d'un roi riant aux éclats devant les supplications d'une reine implorant pitié. Cette lettre, restée longtemps cachée par l'Église et par les autorités, ne fut publiée qu'au XXe siècle. Mais elle constitue, elle, un des témoignages les plus terrifiants de ce que pouvait être la vie auprès de Ferdinand VII. Elle décrit un homme obsédé par la souffrance de l'autre
trouvant sa jouissance dans la dégradation, incapable de concevoir l'amour autrement que comme un acte de domination. Elle conclut par une phrase qui résonne encore. « Le roi que vous adorez est un roi qui se nourrit de nos larmes. » La lettre anonyme n'était pas seulement un cri étouffé, c'était un miroir tendu à une époque entière, une preuve matérielle que derrière les murs dorés du palais, l'horreur prenait des formes intimes. Elle circula en secret copiée à la main par des prêtres curieux, lue à la lueur de chandelles par des opposants libéraux qui cherchaient à comprendre comment un pays pouvait être si profondément meurtri par la main d'un seul homme. Chaque mot, chaque détail de cette confession ajoutait une pierre à l'aile. Édifice une légende noire qui ne cessa de croître. Et pourtant, dans le grand théâtre politique, Ferdinand VII continuait de se présenter comme un père bienveillant, un roi choisi par Dieu, le garant de la tradition, tandis qu'en privé, il s'adonnait à ses rituels humiliants, prisonnier de ses obsessions charnelles et de son impuissance physique. Car il faut insister sur cette faille intime. Ferdinand était impuissant, incapable d'accomplir l'acte conjugal de manière naturelle. Ses médecins, contraints au silence, parlaient d'air de malformation ou de stérilité incurable. Cette frustration devint le carburant de sa cruauté. Ce qu'il ne pouvait pas atteindre par la tendresse ou la virilité, il cherchait à compenser par la domination et l'excès. Ses épouses successives furent les victimes directes de ce gouffre intérieur. On rapporte que chaque tentative de conception se transformait en un rituel humiliant, orchestré avec la précision d'un bourreau, où la souffrance de l'autre devenait le seul exutoire possible à son propre échec. Ainsi, la chambre royale cessa d'être un espace d'intimité. Elle devint un tribunal où le roi se jugeait lui-même à travers la torture de celle qu'il était censé protéger. C'est dans ce contexte que surgit la figure d'Isabelle de Bragance, sa deuxième épouse, une princesse portugaise à la beauté délicate, au regard doux, dont la vie à Madrid tourna rapidement au cauchemar. Mariée à Ferdinand en 1816, elle entra dans un univers clos, fait de corridors sombres, de portes verrouillées et de serviteurs contraints au silence. Ses lettres à sa famille, expurgées par les censeurs, laissent transparaître une détresse poignante. Elle y parle de nuits sans sommeil, d'une peur constante, de la sensation d'être observée et réduite à un rôle qui n'était pas celui d'une reine, mais celui d'un objet soumis aux caprices d'un homme. La rumeur veut que, lors de ses derniers jours, enceinte et affaiblie, elle ait supplié ses dames de compagnie de la délivrer de ce fardeau. Elle mourut à seulement 21 ans, dans des circonstances mystérieuses, et beaucoup chuchotèrent que la cause réelle n'était pas une simple complication obstétricale, mais l'épuisement et la brutalité auxquelles elle avait été soumise. Son cercueil scella un autre chapitre de la malédiction conjugale de Ferdinand VII. Les couloirs du palais, quant à eux, gardaient les échos de ses colères. On raconte qu'il aimait faire venir ses ministres en pleine nuit, les contraignant à rester debout des heures durant, tandis qu'il les abreuvait d'insultes, exigeant qu'ils justifient chaque souffle de leur existence devant lui. Il savourait ces humiliations publiques, comme d'autres savourent un festin. La politique, pour Ferdinand, n'était qu'une extension de sa perversité intime. Il gouvernait comme il possédait, par la peur et l'humiliation. Le libéralisme qu'il exécrait lui apparaissait comme un ennemi personnel, car il portait en lui la promesse de liberté, de choix, de consentement, des notions qui le hantaient, puisqu'elles étaient, exact contraire de sa vision du monde. Il abrogea la constitution de Cadix, fit exécuter ou exiler les libéraux, et restaura les privilèges d'une noblesse corrompue. L'Espagne s'enfonça dans une obscurité qui reflétait fidèlement l'ombre de son monarque. Mais ce n'était pas seulement dans la sphère politique que sa perversion s'exprimait. Dans la capitale, des rumeurs plus sombres encore circulaient. Des courtisans juraient avoir entendu des cris étouffés provenant des appartements royaux, des plaintes féminines, entrecoupées de rires étouffés du roi. Certains parlaient d'objets étranges, de cordes, de pratiques qui choquaient même les plus libertins de l'époque. Ces rumeurs, bien que jamais confirmées, prenaient une consistance inquiétante à mesure que les reines s'éteignaient les unes après les autres, brisées avant d'avoir atteint l'âge de maturité. La chambre royale devenait un tombeau, et Ferdinand,
un fossoyeur de ses propres épouses. Il serait trop facile de réduire Ferdinand VII à un monstre privé sans examiner la manière dont ses obsessions déformèrent le destin de toute une nation. L'Espagne, sous son règne, se vida de son énergie. Les colonies d'Amérique latine se soulevèrent, proclamèrent leur indépendance, et le roi, obsédé par ces querelles de palais, ne fit rien pour retenir l'empire qui s'effondrait. Il préférait renforcer la censure, interdire les livres, étouffer la pensée, plutôt que d'affronter la modernité. Sa perversion n'était pas seulement sexuelle ou conjugale, elle était politique. Il trouvait un plaisir cruel à étouffer l'esprit d'un peuple, comme il étouffait le souffle de ses reines dans la chambre close. Et c'est ici que s'inscrit le deuxième grand crochet narratif de notre récit. Dans les archives du palais, une note secrète, rédigée par le médecin de cour Francisco de Paula, décrivait l'état de santé du roi dans les années 1820. Ce document, resté caché jusqu'au milieu du XIXe siècle, révèle un détail troublant. Ferdinand souffrait d'une pathologie génitale, qui non seulement expliquait son impuissance, mais également sa douleur chronique. Cette douleur, selon le médecin, le rendait irritable, violent, incapable de contrôler ses pulsions. « Il n'y a pour lui de soulagement », écrit le docteur, « que dans la souffrance infligée à autrui. » Ces mots, écrits par une main tremblante, donnent une clé glaçante pour comprendre Arc, l'homme. Ferdinand se libérait de sa propre douleur, en imposant la douleur aux autres. Ainsi, la perversion n'était pas un choix, mais une conséquence maladive. Un cycle infernal où la chair blessée nourrissait l'âme malade. Madrid vivait sous ce règne, comme sous une chape de plomb. Les tavernes chantaient encore des romances à la gloire de El Deseado, mais le surnom, jadis porteur d'espoir, se transforma en sarcasme acide. Les caricatures clandestines le représentaient comme un roi grotesque, au corps difforme, entouré de femmes éplorées. On osait même dire, à voix basse, qu'il n'était pas seulement cruel, mais qu'il incarnait une sorte de malédiction envoyée par Dieu pour punir, Espagne de ses péchés. Le peuple, en proie à la misère, voyait dans chaque échec politique le reflet de la chambre royale, stérile, oppressante, morbide. Et pourtant, malgré cette noirceur, certains courtisans continuaient de le flatter, espérant obtenir faveur et privilèges. Le roi, conscient de sa réputation, aimait jouer de cette dualité. Un soir, à la cour, il organisa un bal fastueux, invitant les plus belles dames de Madrid. Derrière les musiques enjouées et les rires forcés, chacun savait que l'atmosphère était empoisonnée. Les jeunes princesses invitées redoutaient son regard, lourd et insistant, qui pesait sur elles comme une menace. Ce bal resta dans les mémoires comme une scène d'opéra funèbre, où la splendeur des chandeliers contrastait avec l'ombre omniprésente du monarque pervers. La tragédie atteignit son paroxysme avec son 4e mariage, celui avec Marie-Christine de Bourbon-Sicile, une jeune femme qui devint la mère d'Isabelle II. Contrairement aux épouses précédentes, elle survécut, mais au prix d'une soumission totale et d'un silence imposé. Elle accepta le rôle de victime pour protéger sa descendance, et son visage impassible, figé dans les portraits officiels, témoigne encore aujourd'hui de cette résignation. C'est grâce à elle que la dynastie perdura, mais est aussi elle qui porta jusqu'à sa mort les stigmates invisibles une union marquée par la peur. Un soir, peu avant sa mort en 1833, Ferdinand VII, déjà affaibli, convoqua un confesseur et lui livra des aveux que l'histoire n'a jamais confirmés. On dit qu'il parla de ses nuits hantées par des fantômes féminins, des silhouettes blanches qui se tenaient au pied de son lit, l'accusant de leur souffrance. Il pleura, dit-on. Non pas de remords, mais de terreur, comme si enfin les rôles s'inversaient, et que lui, le bourreau, devenait victime d'un tribunal invisible. Ces dernières heures furent marquées par des convulsions et des cris, et certains domestiques jurèrent avoir entendu son dernier souffle prononcer un mot étrange, incompréhensible, que les historiens n'ont jamais réussi à élucider. Mais l'histoire ne s'arrête pas à sa mort, car le mystère de Ferdinand VII continue de hanter l'Espagne moderne. Les archives regorgent de lettres, de rapports médicaux, de confessions voilées qui laissent entrevoir une vérité plus sombre encore. Était-il simplement un monarque cruel et impuissant,
ou bien un homme malade, prisonnier d'un corps défaillant et d'un esprit dévoré par la douleur. La frontière entre le monstre et la victime demeure floue, et c'est dans cette ambiguïté que réside toute la fascination morbide pour sa figure. Lorsque Ferdinand VII mourut en 1833, une Espagne épuisée crut d'abord respirer. Mais l'ombre du roi ne disparut pas avec son corps. Elle demeura dans les murs du palais, dans la mémoire collective, dans les murmures d'éveillés. Car un monstre intime laisse toujours des cicatrices invisibles qui survivent à sa disparition. Les chroniqueurs de son temps prudent ne consignèrent que des bribes, mais les témoins silencieux, les domestiques et les dames de compagnie, laissèrent derrière eux des fragments d'histoire, des phrases arrachées au néant qui composent au jour le tableau terrifiant des Hao. Un règne où le trône se confondait avec la chambre close et la politique avec la perversion. À la mort du roi, Marie-Christine de Bourbon, sa 4e épouse, prit les rênes comme régente au nom de leur fille Isabelle II. Mais dans ses yeux se lisait une fatigue insondable, celle d'une femme qui avait survécu là où d'autres étaient mortes, mais qui portait le poids d'innombrables humiliations. Dans ses prières nocturnes, dit-on, elle murmurait non seulement pour l'avenir de sa fille, mais aussi pour l'âme de ses prédécesseurs, comme si elle s'était faite gardienne des fantômes du palais. Certains domestiques restés fidèles affirmèrent qu'elle refusait obstinément de dormir dans la chambre conjugale, préférant une petite pièce austère, car elle était persuadée que les murs de ancienne chambre royale étaient imprégnés de cris et de pleurs qui ne disparaîtraient jamais. C'est dans ce contexte que les rumeurs prirent une nouvelle dimension. Car après la mort du roi, de nouvelles lettres surgirent, de nouvelles confidences circulèrent. Une ancienne suivante réfugiée dans un couvent raconta à sa supérieure que Ferdinand avait institué des rituels secrets avec ses épouses, qu'il aimait mettre en scène des simulacres de procès, où la reine devait avouer des fautes imaginaires avant de subir sa sentence dans l'intimité. Le roi, juge et bourreau, trouvait un plaisir démesuré à orchestrer ces scènes, mélange d'humiliation publique et de supplice privé. Ce témoignage, conservé dans les archives ecclésiastiques, ne fut révélé qu'au XXe siècle, mais il confirme que pour Ferdinand, l'intimité n'était jamais séparée du pouvoir. Tout devait être domination, tout devait être théâtre. Mais ce théâtre ne se limitait pas au palais. L'Espagne entière en était le décor. Dans les années de son règne, le pays fut traversé de guerres civiles larvées, de révoltes écrasées, de prisons pleines de libéraux, d'imprimeurs bâillonnés, de soldats pendus pour avoir osé rêver de liberté. Les bourreaux de l'Inquisition, remis en selle par la volonté royale, semblaient n'être que les prolongements de son propre sadisme. Chaque condamnation, chaque exécution publique, résonnait comme une transposition nationale de ce qu'il infligeait en privé. Le peuple souffrait collectivement ce que ses épouses enduraient individuellement. La nation entière était réduite au rôle de victime, et le roi s'y complaisait. L'historien fictif Alejandro Montalbán, spécialiste des mentalités du XIXe siècle, a écrit que Ferdinand VII fut le premier monarque moderne à transformer la politique en un prolongement de sa perversion intime. Là où d'autres gouvernaient par stratégie ou par ambition, lui gouvernait par instinct, cherchant à reproduire dans le corps de la nation la souffrance qu'il infligeait dans sa chambre. Cette lecture psychanalytique, choquante pour les puristes, offre cependant une clé. Car l'obsession du roi pour l'ordre absolu, pour l'étouffement des libertés, pour l'humiliation de ses adversaires, semble parfaitement calquée sur ses pratiques conjugales. L'Espagne n'était pour lui qu'une épouse de plus, une amante captive qu'il réduisait au silence. Cette correspondance entre le privé et le public atteignit son apogée dans les dernières années de son règne. Affaibli, souffrant, mais plus paranoïaque que jamais, Ferdinand s'entoura de conseillers dévoués, qui lui rapportaient en chaque murmure, chaque rumeur. Il voyait des conspirations partout, et chaque prison remplie de dissidences nettes était à ses yeux une victoire contre ses démons intérieurs. Un soir de 1831, il convoqua ses généraux et leur tint un discours délirant. Il affirma que l'Espagne était comme une femme infidèle, qu'il fallait la corriger, la contraindre, la punir pour qu'elle reste fidèle à son roi. Ces paroles, rapportées par un officier écœuré, confirment à quel point la métaphore intime dominait sa conception du pouvoir.
Mais la perversité de Ferdinand VII ne s'exprimait pas seulement dans le sadisme. Elle s'enracinait dans une autre obsession, la peur de la postérité. Conscient de sa stérilité, obsédé par l'idée qu'il ne laisserait pas d'héritier, il sombra dans une angoisse maladive. Les médecins racontent qu'il exigeait des examens humiliants pour ses reines, qu'il les contraignait à des pratiques destinées à conjurer sa propre impuissance, toujours vouées à l'échec. Cette incapacité devint une blessure narcissique insupportable. Il compensa en se présentant comme le seul garant de la tradition, comme l'ultime rempart contre le chaos. Mais chaque soir, dans le silence de ses appartements, il pleurait de rage, incapable de donner au monde un fils qui porterait son nom. Cette contradiction, entre elle et image publique du roi tout-puissant et elle et homme privé mutilé par son impuissance, nourrit la légende noire qui, encore aujourd'hui, enveloppe sa mémoire. C'est ici que surgit le troisième grand crochet narratif de notre histoire. Dans une lettre rédigée par Marie-Christine de Bourbon après la mort de son époux, adressée à son confesseur, elle écrit « Je n'ai jamais été épouse, je n'ai jamais été reine. J'ai été le miroir où Sa Majesté contemplait sa douleur et son échec. » Cette phrase, bouleversante, révèle l'essence même du mystère de Ferdinand VII. Ses épouses n'étaient pas des compagnes, mais des surfaces réfléchissantes où il projetait sa propre souffrance. Et en brisant ces miroirs, il croyait se libérer, sans comprendre qu'il ne faisait que s'enfermer davantage dans son labyrinthe de perversion. La mort du roi ne mit pas fin à ce labyrinthe. Elle ouvrit au contraire une guerre de succession, la fameuse querelle entre carlistes et isabellins, qui plongea l'Espagne dans des décennies de guerre civile. Ce conflit, né de la décision de Ferdinand d'Ao, autoriser sa fille à régner malgré les prétentions de son frère, fut perçu par beaucoup comme une dernière cruauté du monarque. Même mort, il continuait d'humilier, de diviser, de détruire. Son règne pervers s'étendait au-delà de la tombe, transformant l'Espagne en champ de bataille, comme si le pays entier devait poursuivre le rôle de victime dans une pièce qui en finissait pas. Mais le mystère demeure. Était-il conscient de la monstruosité de ses actes? Était-il le produit d'une éducation déformée, d'un corps malade, d'une âme rongée par la douleur? Ou bien fut-il un démon en chair et en os, un être qui choisit sciemment de transformer chaque relation en instrument de souffrance? Les historiens se déchirent, les archives chuchotent, mais aucune réponse ne s'impose. Peut-être la vérité réside-t-elle dans ce silence, dans cette incapacité même à définir les contours de son abîme. Car Ferdinand VII fut moins un roi qu'une énigme vivante, une énigme faite de chair, de douleur et de perversion. Et c'est ainsi que son nom continue d'exercer une fascination morbide. Les Espagnols modernes, lorsqu'ils passent devant son tombeau dans le monastère de l'Escurial, ressentent parfois un frisson. Non pas l'admiration due à un grand roi, mais l'ombre glaciale d'un homme qui transforma l'amour en supplice, le mariage en prison, et le trône en instrument de domination sadique. Le mystère de Ferdinand VII n'est pas seulement l'histoire d'un roi pervers, c'est l'histoire d'une Espagne prisonnière de ses démons, contrainte de porter dans sa mémoire collective la cicatrice des Esciens. Un règne qui fut à la fois intime et national charnel, et politique monstrueux, et inoubliable. Le crépuscule de Ferdinand VII ne fut pas une délivrance paisible, mais une lente agonie, où chaque souffle semblait un combat contre ses propres fantômes. Les années 1830 furent pour lui un théâtre de convulsions physiques, de cauchemars récurrents, et de visions qui troublaient jusqu'à ses confesseurs. On raconte que certaines nuits, ses domestiques l'entendaient hurler, supplier qu'on éloigne des silhouettes féminines qui se tenaient au pied de son lit. Des silhouettes blanches, voilées, semblables aux reines mortes trop jeunes qui semblaient réclamer justice depuis l'autre monde. Était-ce sa conscience qui le torturait, ou bien l'imaginaire malade d'un roi dévoré par la fièvre? Personne ne le sut jamais. Mais ce qui est certain, c'est que sa fin fut marquée par une terreur aussi intense que celle que Needham il avait infligée. Les médecins, impuissants, décrivaient un corps déformé, rongé par la goutte, prisonnier de douleurs constantes. Ses jambes enflées l'empêchèrent de marcher, ses mains tremblaient,
et son visage gonflé semblait se dissoudre dans un masque grotesque. Lui qui avait tant aimé humilier, voyait maintenant son propre corps se transformer en caricature, objet de pitié et de dégoût. Il se regardait dans les miroirs et brisait parfois la glace d'un coup de canne, comme pour nier la monstruosité de son reflet. Mais les miroirs se multipliaient, partout, dans les couloirs, dans les yeux de ses domestiques, et chaque reflet était un rappel cruel de ce qu'il était devenu. Dans les salons de Madrid, les rumeurs redoublaient. On disait que le roi, incapable de trouver le repos, exigeait qu'on lui lise des prières exorcisantes toute la nuit. Déesses autres prétendaient que il faisait venir de jeunes novices pour que elles veillent à son chevet, comme si la pureté supposée de leurs prières pouvait le protéger de ses démons. Mais rien n'y faisait. Chaque nuit, les hurlements reprenaient, et les domestiques fuyaient dans ses appartements comme on fuit une crypte hantée. Le palais, saturé d'encens et de murmures, ressemblait davantage à une morgue qu'à une résidence royale. Pourtant, même au seuil de la mort, Ferdinand VII resta fidèle à sa perversité. Les témoins racontent qu'il continuait de convoquer ses ministres, exigeant d'eux des prosternations interminables, savourant leur gêne alors même qu'il était incapable de se lever de son lit. Sa voix, cassée, rauque, ordonnait encore, commandait, humiliait. Il semblait vouloir emporter avec lui le goût de la domination, comme si céder à la faiblesse eût été une seconde mort. Le roi mourant n'était pas un homme repentant, mais un despote accroché à son dernier souffle de pouvoir. Marie-Christine de Bourbon, sa veuve, vécut ces mois avec une angoisse muette. Elle savait que son avenir, celui de sa fille Isabelle, dépendait des dernières volontés de cet homme, qui l'avait marquée à jamais. Elle joua le rôle de l'épouse fidèle, mais au fond d'elle, elle brûlait une impatience morbide. Que la mort vienne enfin libérer l'Espagne de ce joug insupportable. Ses lettres à son confesseur, retrouvées bien plus tard, trahissent une femme au bord de l'effondrement, qui écrivait « Chaque nuit, je crois que je vais mourir étouffée par le souffle de Sa Majesté, même quand il dort. » Elle ne parlait pas seulement de la chambre royale, mais de toute l'Espagne, oppressée, suffocante, attendant une délivrance. Et puis vint ce jour de septembre 1833, où Ferdinand VII rendit son dernier souffle. Le palais fut soudain envahi d'un silence pesant, comme si même les pierres retenaient leur respiration. Le corps, gonflé, difforme, fut exposé selon le protocole, mais les courtisans osaient à peine approcher. Certains affirmaient que ses traits, déformés par la maladie, portaient un rictus sinistre, un sourire figé qui semblait défier la mort elle-même. Était-ce le masque d'un homme terrifié ou celui d'un démon satisfait? Nul ne pouvait le dire. Mais ce visage marqua les mémoires comme une ultime énigme, un dernier mystère insoluble. La nouvelle de sa mort se répandit dans Madrid comme une onde. Dans les tavernes, on but à sa disparition. Dans les prisons, les captifs murmurèrent des prières de gratitude. Mais dans les couvents, on pria pour son âme, car même ses ennemis savaient que le poids de ses péchés appelait une miséricorde exceptionnelle. L'Espagne, au moment même où elle se libérait de son monstre, entra dans une nouvelle guerre, la première guerre carliste, preuve que même mort, Ferdinand continuait de diviser et de déchirer son royaume. Mais la légende ne s'arrêta pas là. Très vite, des rumeurs de malédiction émergèrent. On disait que quiconque entrait dans l'ancienne chambre royale entendait encore des cris nocturnes, des plaintes de femmes invisibles. Les domestiques refusaient de passer la nuit dans ces pièces, convaincus que l'âme du roi errait toujours, incapable de trouver le repos. Des prêtres furent appelés pour exorciser le palais, mais les murmures persistèrent. Même les portraits de Ferdinand semblaient hanter les couloirs. Certains visiteurs affirmèrent que ses yeux bougeaient, suivant les pas des curieux, comme s'il guettait encore ses victimes depuis l'autre monde. Les historiens modernes tentèrent de rationaliser ces récits. Certains parlèrent d'une projection collective, un peuple traumatisé qui voyait dans le fantôme de Ferdinand VII la personnification de ses souffrances passées. D'autres, plus osés, suggérèrent que les rumeurs avaient été volontairement entretenues par ses ennemis politiques pour ternir encore davantage sa mémoire. Mais au-delà des interprétations, un fait demeure. 2 siècles plus tard, le nom de Ferdinand VII
résonne toujours comme celui d'un roi maudit, symbole de la perversion du pouvoir. Et c'est là que survient le dernier retournement de notre récit. En 1927, lors de la restauration d'un ancien couvent de Madrid, des ouvriers mirent au jour un coffret dissimulé derrière un autel. À l'intérieur, un manuscrit jauni, attribué à une religieuse qui avait été dame de compagnie d'Isabelle de Bragance. Ce manuscrit, aujourd'hui conservé aux Archives nationales, contient des détails glaçants. La religieuse y décrit des nuits entières passées à consoler la reine, à la border après qu'elle fut ramenée, épuisée, des appartements du roi. Elle écrit que la reine, en pleurs, répétait toujours la même phrase. « Il ne cherche pas mon amour, il cherche ma douleur. » Cette confession intime, restée cachée pendant un siècle, confirma aux yeux des chercheurs modernes ce que beaucoup soupçonnaient. La perversion de Ferdinand VII Neguasine n'était pas une rumeur, mais une réalité vécue dans la chair de ses victimes. Aujourd'hui encore, le mystère demeure. Était-il un homme malade, prisonnier d'un corps défaillant, ou un tyran volontaire, jouissant pleinement de son sadisme? Était-il le produit d'une éducation empoisonnée par les intrigues de cour? Ou un monstre, né tel quel, destiné à marquer l'histoire par son abomination? Aucune réponse définitive n'émerge. Mais peut-être est-ce là la véritable essence de son énigme. Ferdinand VII fut à la fois victime et bourreau, homme et démon, roi et prisonnier de ses obsessions. Un être contradictoire, dont le mystère continue de hanter non seulement les livres d'histoire, mais l'imaginaire collectif d'une nation. Et c'est sur ce paradoxe que se referme notre récit. Ferdinand VII, le roi le plus pervers de l'histoire, demeure une figure insaisissable, un spectre qui plane encore sur l'Espagne moderne. Car, au fond, il n'est pas seulement une page du passé, mais une question éternelle. Que se passe-t-il quand le pouvoir absolu rencontre la douleur intime? Quand l'impuissance se transforme en cruauté? Quand l'histoire elle-même devient le théâtre d'une perversion? La réponse peut-être ne viendra jamais. Mais une chose est certaine, dans le silence des couloirs de l'Escurial, les pierres gardent encore l'écho des cris étouffés, des rires malsains et du souffle lourd d'un roi qui transforma son royaume en prison et son nom en malédiction.